Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce téléjournal de 20 h au sommaire de la principale édition de l'information de ce vendredi sur la chaîne panafricaine. Mouhamadou Bouhari salue l'engagement des troupes tchadiennes contre Boko Haram. Le nouveau numéro 1 nigérian appelle également à un renforcement de la coopération, notamment militaire, entre le Tchad et le Nigeria. Déclaration faite lors de sa première visite officielle au pays d'Idriss Déby. Le Mali se prépare à abriter un forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. L'événement se tiendra à Bamako du 15 au 18 juin prochain et devrait servir d'opportunité pour l'adoption du cadre d'intervention pour l'AIC de la zone CEDEAO et le lancement de l'Alliance ouest-africaine pour l'AIC. Du sport, les éléphants se cherchent un nouveau sélectionneur depuis le départ d'Hervé Renard à Lille. Un appel à candidature dont la date butoir est fixée au 15 juin a été lancé et court toujours. La FIF fait avec les moyens de bord et compte en attendant sur Ibrahim Kamara, le sélectionneur des U20 pour son match des éliminatoires contre le Gabon le 13 juin prochain. Vers la fin de ce journal, Dina Koussou va me rejoindre sur ce plateau pour 7 minutes. Nous allons parler de la situation au Burundi. Accusé d'avoir trahi le lien de confiance établi lors du dialogue mené avec lui en ayant transmis un rapport au chef d'État présent au sommet de Dar es Salaam, Saïd Djenit, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs, est récusé par les 17 formations et partis politiques de l'opposition qui demandent un nouveau médiateur à l'ONU. Nous en parlons dans une vingtaine de minutes. Voilà pour la vitrine, tout de suite, les détails. Bienvenue. D'abord, le Ghana avec les suites du drame qui a frappé le pays mercredi. Le président John Dramani Mahama a décrété jeudi 3 jours de deuil national au lendemain de l'incendie d'une station-service qui a fait au moins 150 morts dans la capitale Accra. Les opérations de secours vont se poursuivre jusqu'à ce dimanche. Le compte-rendu de Marie-Angèle Ngono. L'Afrique émet à peine plus de 3% des émissions de gaz mondiales, indique le porte-parole du groupe Afrique, Seni Nafo, à Bonn, en Allemagne, où se déroulent les négociations sur le futur accord. Dans cette situation, la question du réchauffement de la planète ne devrait pas se poser sur le continent, car dans la plupart des pays africains, le système énergétique est embryonnaire, explique le négociateur pour les 54 pays, et donc pas besoin de décarboniser l'économie qui fait appel à l'énergie fossile plus polluante. Mais l'Afrique subit les effets du changement climatique et se heurte aux défis d'adaptation. Il est donc question de trouver comment le continent peut profiter de la dynamique diplomatie du climat et d'une dynamique de la finance pour avancer contre l'éradication de la pauvreté et le financement de son développement. Ainsi, les négociations du prochain sommet de Paris en décembre se présentent-ils, selon Seni Nafo, comme une chance pour accélérer le développement du continent grâce à l'accès à une énergie propre. L'Afrique a le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Elle est aussi la région avec le plus grand potentiel d'énergie renouvelable, mais celle qui a le taux d'accès le plus bas à l'énergie, souligne-t-il. La question du financement des besoins d'adaptation dans les pays les plus pauvres est l'un des sujets les plus sensibles dans les négociations climat. La signature d'un accord à Paris dépendra en partie des garanties à ce sujet. À ce stade, le Gabon et le Maroc sont les seuls pays du continent à avoir décliné leur plan climat. Les pays africains sont censés remettre leur contribution avant le 31 octobre prochain. Les questions d'environnement ont intéressé la régie technique et on parlait là des préparatifs liés au sommet de Paris prévu en décembre. Vous le savez, François Hollande a fait le tour du monde pour sensibiliser les chefs d'État sur l'importance de ce sommet qui pourrait amener les nations à prendre de la considération sur le réchauffement climatique qui menace la planète. Au Tchad, le président nigérian a salué jeudi en N'Djamena le rôle essentiel de l'armée dans la lutte contre les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram. Au cours de sa visite officielle, Mouhamadou Bouhari a appelé de ses voeux un renforcement de la coopération entre les deux pays. Aziz Maïga. Au lendemain d'une visite au Niger, le nouveau président nigérian Mouhamadou Bouhari était ce jeudi à N'Djamena. Investi à la tête du Nigeria il y a une semaine, Bouhari a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram dont l'insurrection et sa répression ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Ici dans la capitale tchadienne, les deux pays faisant partie de la coalition régionale contre les insurgés islamistes ont encore affiché leur détermination.
Le chef de l'exécutif nigérian a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les hommes d'Aboubacar Shekau, notamment dans la région de l'extrême nord du Cameroun, soumise à une pression croissante, et sur le territoire nigérian pour libérer des villes frontalières. Outre la coopération militaire, Bouhari a plaidé pour une meilleure coopération entre le Tchad et son pays pour les questions frontalières de migration et de circulation des personnes et des marchandises. Par ailleurs, Idriss Déby a lui réaffirmé l'engagement et la disponibilité du Tchad à collaborer avec le Nigeria. Le Nigeria et ses voisins le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin se sont entendus au début de l'année 2015 pour intensifier leur coopération afin d'endiguer la menace régionale que consistent les islamistes. Direction le Mali, et nous ouvrons la page économie. Un forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente se tiendra à Bamako les 15, 16, 17 et 18 juin prochains. L'objectif pour les États de la CEDEAO est de fédérer leurs efforts face au climat en Afrique de l'Ouest. La rencontre se tiendra avec le concours technique et la facilitation du Hub rural qui est un appui aux acteurs de développement d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Judith Koindo. Un forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest se tiendra à Bamako du 15 au 18 juin prochain. Ce forum servira d'opportunité pour l'adoption du cadre d'intervention pour l'agriculture intelligente face au climat AIC de la zone CEDEAO et le lancement de l'Alliance ouest-africaine pour l'AIC. L'objectif du forum est d'animer une réflexion collective sur les opportunités, les problématiques, les défis et les choix stratégiques liés au développement d'une agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO souhaite désormais intégrer à travers ce forum un nouveau type d'instruments de politique publique, les instruments d'adaptation de l'agriculture ouest-africaine face aux risques climatiques dans le sens d'une agriculture intelligente face au climat. Parmi les participants attendus figurent les représentants des 17 pays ciblés par le forum, à savoir les 15 pays de l'espace CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie, les représentants des organisations d'intégration régionale, des réseaux régionaux d'organisations de producteurs, d'éleveurs et de pasteurs et des organisations du secteur privé. Rappelons que l'AIC est considérée comme une agriculture adaptée aux nouvelles contraintes climatiques qui préserve et accroît la production alimentaire tout en protégeant l'environnement, réduisant ainsi les émissions produites par l'agriculture. Économie, toujours. Les ministres des 12 pays de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, se sont réunis ce vendredi au siège de l'organisation à Vienne, en Autriche. Objectif, décider de leur objectif de production pour les 6 mois à venir, car en effet, le surplus d'or noir continue de mettre la pression sur les cours du pétrole. Judith Koindo. Les ministres des 12 pays membres de l'OPEP se sont réunis ce vendredi au siège du cartel à Vienne dans le cadre des discussions pour décider de leur objectif de production pour les 6 mois à venir. Pour le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, chef de file de l'OPEP, les conditions s'améliorent et qu'il espère qu'elles continueront de s'améliorer. Lors de sa dernière réunion, le cartel avait conservé son plafond de production inchangé à 30 millions de barils par jour dans l'objectif de contenir la production des pays hors OPEP et de stimuler la demande. Le plafond du cartel est figé à ce niveau depuis plus de 3 ans. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions pour cette réunion. Personne ne parle d'augmenter ou de diminuer la production ou d'augmenter le cours avant la réunion. Nous voulons discuter, nous voulons regarder ce rapport et notre travail est de nous assurer que l'offre et la demande sont équilibrées. Ce qui se produit maintenant, c'est que la production de pétrole dont le prix est équilibré avec le marché, cette production se poursuit. Mais ce dont le coût est au-dessus du prix, eux cessent et ce n'est pas source de profit. Près de 6 mois après l'une des réunions les plus commentées de l'OPEP, la décision avait porté un sévère coup au cours du pétrole déjà fragilisé. L'organisation semble partie pour poursuivre avec cette stratégie.
Dans le reste de l'actualité de la culture, avec l'ouverture du Festival du film arabe d'Oran en Algérie jusqu'au 12 juin prochain, les 3 jurys désignés par les organisateurs visionneront 38 films représentant 17 pays dans les sections longs et courts métrages, mais aussi dans la section documentaire. Reportage de Roland Jaco. Plusieurs stars de la musique, du cinéma et quelques personnalités ont foulé le tapis rouge installé dans la ville d'Oran en Algérie à l'occasion de l'ouverture de la 8e édition du Festival international du film arabe, en abrégé FIFAO. Cette édition présente des innovations qui pourront permettre même aux producteurs exécutifs de présenter leurs réalisations. Et puis aussi il y a des portes ouvertes, chose qui est aussi nouvelle, donc de portes ouvertes sur l'audiovisuel. Donc même les chaînes privées, toutes les chaînes sont présentes et même les producteurs exécutifs privés vont présenter leurs petits documentaires, leurs petites fictions. Lancé mercredi en soirée par le ministre de la Culture Azzedine Mehobi, le FIFOA a sélectionné 38 films venus des 17 pays arabes et occidentaux en compétition dans les 3 sélections, longs, courts-métrages et documentaires. En hors compétition, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, il sera proposé au public cinéphile oranais quelques 14 films nationaux, dont les toutes dernières productions. Qui présente des rôles qui sont pour moi exceptionnels. C'était vraiment une bonne expérience de refaire un film avec cette génération, de refaire un film en fait à l'ancienne comme on faisait les films égyptiens de l'année 70. C'est un clin d'œil à ce genre de cinéma enfin. Du 3 au 12 juin prochain, le festival considéré comme le plus important d'envergure internationale dédié à la cinématographie arabe rendra un hommage particulier au réalisateur Mohamed Lagda Amina à l'occasion de ses 40 ans de sa Palme d'Or remportée pour son film Chronique des années de braise. En France, le festival Nollywood Week est revenu depuis hier pour une 3e édition. Ce festival de cinéma dédié aux films nigérians a lieu au cinéma L'Arlequin jusqu'au 7 juin prochain à Paris. Très attendu, la cérémonie de récompense met cette année pas moins de 8 films en compétition. Selon les chiffres annoncés en 2014 par les autorités nigérianes, Nollywood, l'industrie du film de ce géant économique africain, pèserait plus de 5 milliards de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA. Ce montant serait supérieur si l'on prenait en compte les chiffres liés à la piraterie qui gangrène le 7e art du pays. Le festival Nollywood Week, dont la 3e édition se tient du 4 au 7 juin prochain à Paris, est un témoin majeur et un sérieux accompagnateur de l'évolution de l'industrie cinématographique nigériane. La chaîne Nollywood TV a permis au public du continent africain et autres de changer la perception qu'ils avaient jusque-là des films venus du Nigeria. Aujourd'hui, non seulement Nollywood est reprise par de nombreux opérateurs en France, mais elle vient aussi d'être rachetée par le groupe Canal+ via sa filiale Canal Overseas. Pendant 4 jours, le public français et autres africains de la diaspora pourront découvrir une dizaine de projections de films tirés sur le volet des performances musicales, des séminaires et ateliers de la remise du prix du public du cinéma de la première puissance économique africaine. Nollywood est le nom donné à l'industrie cinématographique du Nigeria. C'est en grosso modo une production de 1000 films par an en moyenne, ce qui représente un peu moins de films que Bollywood en Inde, mais plus que Hollywood aux États-Unis. Nollywood est donc le 2e producteur des films au monde. Datant de 1992, elle est une industrie très jeune qui utilise des méthodes de production et des financements innovantes. L'industrie a aujourd'hui atteint l'âge de la maturité et des studios de production de tailles importantes et autres sociétés de production ont fait leur apparition dans ce paysage médiatique, ce qui n'a pas toujours été le cas. En moyenne de production, un film prend entre 7 à 10 jours et le budget se situe entre 7 000 et 12 000 euros, environ 7 800 000 francs CFA. À titre de comparaison, un film d'Hollywood coûte en moyenne 60 millions d'euros pour une durée de production d'1 an. Bien que le résultat des premières productions n'était pas d'une grande qualité technique, l'originalité des histoires racontées a tout de suite fait de Nollywood un succès de grande ampleur. Le festival qui se tient cette année au cinéma d'Arlequin est devenu le rendez-vous des amateurs d'une industrie cinématographique qui évolue au fil du temps. Et puis ce sujet société qui arrive enfin sur les rampes, le Ghana, avec les suites du drame qui a frappé le pays mercredi. Le président John Dramani Mahama a décrété jeudi 3 jours de deuil national au lendemain de l'incendie d'une station-service qui a fait au moins 150 morts dans la capitale Accra. Les opérations de secours, elles, vont se poursuivre jusqu'à ce dimanche.
3 jours de deuil national ont été décrétés au Ghana par le président John Dramani Mahama pour rendre hommage aux victimes de l'incendie d'une station qui a fait au moins 90 morts. Ce décret prend effet à partir de lundi prochain et les opérations de secours se poursuivent tout au long du week-end. Le chef de l'exécutif ghanéen qui s'est rendu sur les lieux a qualifié de catastrophe ces pertes en vie humaine. Pendant plusieurs jours, la station était occupée en permanence par des gens cherchant à s'abriter des pluies torrentielles. Les prévisions météorologiques indiquent que la capitale ghanéenne, Accra, devrait s'attendre à de nouvelles précipitations. Les inondations ont créé des scènes de désarroi dans plusieurs quartiers, surtout défavorisés. Les habitants tentent de récupérer ce qui peut encore l'être de leurs effets et une opération générale de salubrité est en cours. Du sport à présent, et justement, le Ghana a pris la première place du groupe B avec 7 points de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se déroule en Nouvelle-Zélande. En battant l'équipe du Panama sur le score d'1-0, les Black Satellites sont finalement propulsés en 8e de finale. Suivant ce reportage de Michel Zuey. La formation ghanéenne de moins de 20 ans s'est finalement qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Junior en Nouvelle-Zélande. Les Black Satellites ont arraché leur ticket de qualification en battant les Panaméens sur la marque d'1-0, signé Emmanuel Boateng à la 82e minute de la deuxième mi-temps. Le Ghana est donc la première équipe africaine à faire un coup double en validant non seulement sa qualification, mais termine également premier de sa poule, à savoir le groupe B, devant l'Autriche, finalement tenu en échec par l'Argentine. Pour la suite de la compétition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, au prochain tour, le Ghana affrontera le 3e du groupe A, C ou D, le 10 juin à Wellington. Et sur le continent, la sélection nationale ivoirienne à la recherche d'un nouveau sélectionneur depuis le départ d'Hervé Renard à Lille, alors qu'un appel à candidature dont la date butoir a été fixée au 15 juin court toujours. La Fédération ivoirienne de football fait avec les moyens dont elle dispose à ce jour pour son match des éliminatoires contre le Gabon le 13 juin prochain. L'équipe a été confiée à Kamara Ibrahim, actuel sélectionneur de l'équipe des moins de 20 ans. Alors que la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 pointe à l'horizon, les éléphants de Côte d'Ivoire qui doivent livrer leur premier match à Libreville face au Gabon, comptant pour la première journée, le 14 juin prochain, ne connaissent pas encore le nom de leur nouvel entraîneur. À cet effet, tout en espérant trouver dans les plus brefs délais le successeur au Français Hervé Renard, parti entraîner le club de Lille en France, la Fédération ivoirienne de football a jeté son dévolu sur l'Ivoirien Kamara Ibrahim, ancien entraîneur adjoint d'Hervé Renard et dirigeant actuel de l'équipe de moins de 23 ans. Ce dernier assurera l'intérim lors de cette première sortie des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Gabon. Il faut tout de même préciser que la Fédération de Côte d'Ivoire a lancé un appel d'offres international de candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et que la date limite du dépôt des dossiers pour les techniciens a été fixée au 14 juillet 2015 prochain. Dina Koussouf vient de me rejoindre sur ce plateau. Nous allons ensemble évoquer la situation au Burundi, accusé d'avoir trahi le lien de confiance établi lors du dialogue mené avec lui en ayant transmis un rapport au chef d'État présent au sommet de Dar es Salaam. Saïd Djinnit, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs, est recusé par les 17 formations et partis politiques de l'opposition qui demandent un nouveau médiateur à l'ONU. Nous en parlons dans une poignée de secondes. À Bujumbura, l'opposition burundaise a donc contesté l'actuel médiateur de l'ONU pour la zone des Grands Lacs, Saïd Djinnit, en l'accusant d'avoir transmis un rapport au chef d'État de la communauté est-africaine présent au sommet de Dar es Salaam sur la crise au Burundi, dont l'opposition ignore le contenu. Pour ces 17 formations et partis d'opposition, les Nations Unies doivent désigner un nouveau médiateur. Les détails avec Dina Koussouf.
Au Burundi, plus d'une douzaine de formations politiques de l'opposition ont réclamé ce jeudi aux Nations Unies un nouveau médiateur de l'ONU pour la crise qui secoue ce pays de la zone des Grands Lacs. Pour les opposants burundais, Saïd Djinnit aurait trahi le lien de confiance établi lors du dialogue entre ce représentant onusien et l'opposition. Pour preuve, la transmission d'un rapport dont le contenu est méconnu par l'opposition lors du sommet de la communauté est-africaine sur la crise burundaise à Dar es Salaam en Tanzanie dimanche dernier. Accusé de partialité pendant les échanges entre le régime Nkurunziza et l'opposition appuyée par la société civile burundaise, l'envoyé spécial de l'ONU aurait également soutenu un troisième mandat de Pierre Nkurunziza durant le dernier sommet. Aujourd'hui, c'est comme un seul homme que l'opposition unie burundaise a ouvertement refusé la médiation de Saïd Djinnit, bien qu'ayant le statut de cheville ouvrière du dialogue politique qui a réussi à réunir les différentes parties burundaises en vue de trouver une solution à la crise qui est née de la volonté du chef de l'exécutif de briguer un troisième mandat. Mais l'opposition burundaise aurait-elle gain de cause ? Cette interrogation a lieu d'être évoquée. Le représentant onusien Saïd Djinnit bénéficie actuellement de la confiance de toute la communauté internationale pour ses efforts pour le retour à la stabilité au Burundi, alors que les plus hautes autorités burundaises ont officiellement accepté le report des élections que laisse présager de telles contestations de l'opposition. Dina Koussou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivée sur ce plateau. Vous êtes désormais une habituée de cette crise burundaise qui secoue le pays depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Peut-être rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs pour savoir pourquoi effectivement l'opposition burundaise veut aujourd'hui sur un plateau la tête de Saïd Djinnit, le médiateur de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Justement, il s'agit de 17 formations politiques de l'opposition burundaise qui réclament la tête du médiateur de l'ONU, justement de la zone des Grands Lacs, en la personne de Saïd Djinnit, qui a été, peut-être rappelé aux téléspectateurs, désigné le 17 juillet 2014 par Ban Ki-moon, le secrétaire général actuel. Alors, il est accusé... Pas nécessairement pour la crise burundaise. Pas nécessairement. Comme je le disais tantôt, c'est le médiateur de l'ONU pour la zone des Grands Lacs. Mais comme la zone des Grands Lacs, le Burundi fait partie de cette zone, vous comprenez naturellement qu'il est médiateur aussi de la crise burundaise. Alors, pour revenir, je disais qu'il est accusé de partialité par l'opposition burundaise qui a fortement exprimé sa déception face aux positions de Saïd Djinnit en disant justement qu'il aurait un penchant pour le parti au pouvoir lors des échanges pour établir un véritable dialogue et ramener la stabilité dans le pays. À côté de cela, il est accusé d'avoir trahi l'opposition burundaise en transmettant lors du dernier sommet, d'ailleurs c'était le dimanche dernier, de Dar es Salaam en Tanzanie, lorsque la communauté est-africaine s'est réunie une nouvelle fois pour traiter ou parler de la crise au Burundi. Il est accusé d'avoir trahi l'opposition en ayant transmis un rapport dont le contenu même n'est pas connu de l'opposition. Et surtout, le plus grave, c'est qu'il se serait prononcé, et je le mets encore au conditionnel, en faveur du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Or, c'est un mandat qui est décrié par toute l'opposition, par la société civile burundaise qui jure et continue de contester, manifester dans les rues de Bujumbura, la capitale, et tout le pays, afin de ne pas permettre justement au président Nkurunziza. Naturellement, on pourrait comprendre la position de l'opposition burundaise qui ne pourrait pas négocier avec un médiateur qui est juge et parti. Alors Dina Koussou, pensez-vous que cette requête de l'opposition burundaise pourrait trouver une terre fertile au moment où on vient naturellement de reporter un ensemble d'élections dans ce pays et qu'on veut avoir un calendrier de négociation assez raccourci pour qu'on arrive effectivement à cette présidentielle contestée au Burundi? Écoutez, les élections générales au Burundi, comme vous l'avez dit, ont été reportées sur 6 semaines. Une décision qui avait été fortement réclamée par la communauté est-africaine lors du dernier sommet, le premier sommet, ensuite le dernier sommet, celui du dimanche dernier à Dar es Salaam, encore une nouvelle fois en Tanzanie. Alors, en ce qui concerne la chance de l'opposition de voir leur requête être prise en compte, j'ai envie de dire qu'elle est quand même minime, au risque de me tromper, parce que Saïd Djinnit est aujourd'hui devenu l'artisan du dialogue dans cette zone des Grands Lacs. Saïd Djinnit est aujourd'hui
aujourd'hui la cheville ouvrière du dialogue entre l'opposition, le régime en place, la société civile et les communautés religieuses. C'est lui qui a réussi, qu'on le veuille ou pas, à rassembler le régime au pouvoir et toutes les différentes sensibilités afin de discuter pour ramener la stabilité. Et il bénéficie à côté de ça d'une confiance de toute la communauté internationale, en particulier celui qu'il a nommé, qu'il a désigné, donc le secrétaire général de l'ONU, donc Ban Ki-moon. Et pour terminer, je dirais que seule la suite des événements pourrait nous éclairer si l'opposition burundaise pourrait avoir gain de cause, mais leurs chances sont quand même minimes. Dans tous les cas, après le retrait, la demande, la réclamation du retrait de la candidature de Pierre Nkurunziza, après la réclamation du report des élections au Burundi, on revient aujourd'hui à la réclamation de la tête de Djenit, des chaudes empoignades en perspective au Burundi. On n'est pas sorti de l'auberge. Justement, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Dina Goussou, merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est la fin de cette édition de l'information. Voici le rappel des titres qui l'ont constitué. Mohamedou Bouhari salue l'engagement des troupes tchadiennes contre Boko Haram. Le nouveau numéro 1 nigérian appelle également à un renforcement de la coopération et notamment militaire entre le Tchad et le Nigeria. Déclaration faite lors de sa première visite officielle au pays d'Idriss Déby. Le Mali se prépare à abriter un forum de haut niveau des acteurs de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. L'événement se tiendra à Bamako du 15 au 18 juin prochain et devrait servir d'opportunité pour l'adoption du cadre d'intervention pour l'ACI de la zone CEDEAO et le lancement de l'Alliance ouest-africaine pour l'AIC et non l'ACI. Côte d'Ivoire, les éléphants cherchent un nouveau sélectionneur depuis le départ d'Hervé Renard à Lille. Un appel à la candidature dont la date butoir est fixée au 15 juin a été lancé et il court toujours. La FIF est avec les moyens de bord et compte en attendant sur Ibrahim Kamara, le sélectionneur des U20, pour son match des éliminatoires contre les Panthères du Gabon le 13 juin prochain. La méditation de ce soir consacrée aux apparences est tirée de la culture marocaine. Le tambour, avec tout le bruit qu'il fait, n'est rempli que de vent. Bonsoir.